Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo Star Wars et plus précisément The Mandalorian, la critique de l'épisode 6 de la saison 3 qui s'appelle, messieurs dames, Guns for Hire. Je l'ai super bien dit. Et les mercenaires en français, c'est le chapitre 22. Je suis bien évidemment avec l'ami Greg pour parler de cet épisode qui est sur IMDb, le moins bien noté de la saison. Bonjour mon cher Greg, comment tu vas ? Ça va très bien. Bah, tu vas commencer par donner ton avis. Qu'en as-tu pensé de cet épisode avec Christopher Lloyd et Jack Black et Lizzo aussi. Alors, je vous parle de l'épisode et après je vous parle d'un truc auquel j'ai pensé en regardant l'épisode. Je l'ai trouvé très sympa. Ça m'a pas étonné qu'il soit réalisé par Bryce Dallas Howard, qui a une réalisation qui est un petit peu plus colorée sur les Mandos, qui est un petit peu qui avait fait des épisodes précédents qui étaient un peu plus dans les sentiments. Et c'est parce que là vraiment on est dans un monde, ils sont arrivés à Disneyland et en gros c'est il me fait penser d'un point de vue look à l'extension Magic the Gathering Kamigawa Neon Dynasty pour ceux qui connaissent. Le truc c'est que on a un épisode qui est un petit peu étrange parce qu'en fait ils arrivent pour juste aller parler aux autres Mandalorians. Ils sont embarqués dans une espèce de quête annexe qui fait très jeu vidéo. Il y a deux personnes qui leur disent il faut que vous alliez mener une enquête sur machin. L'enquête, tout est sur vraiment c'est un fil. Ils vont à un endroit, un indice, ça les amène à un autre endroit, etc. etc. Pour que ça fait presque un espèce de filler de juste ils arrivent sur ces planètes et à la fin ils parlent avec les autres Mandalorians. C'est donc un épisode qui est un petit peu bâtard. Il continue de construire le monde. On voit que et ça a l'air d'être un espèce de leitmotiv dans les Mandalorians, enfin dans la série le Mandalorian, c'est qu'on voit vraiment ce qui s'est passé après 1, 2, 3 et 4, 5, 6. On voit les gens de l'Empire qui sont pas tous méchants et qui du coup sont réintégrés à la République. On voit que les robots de la guerre des clones sont réintégrés. Il y a vraiment cette impression qu'ils veulent nous rendre très tangibles et nous donner plus d'infos sur les seuls 6 épisodes de Star Wars qui existent. Vous m'avez compris. Et le truc, c'est qu'à côté de ça, il y a besoin de faire beaucoup de clins d'œil. Les Mandalorians, quand ils arrivent et qu'ils récupèrent le prince, c'est clairement un gros clin d'œil à ces 4 ou 5 épisodes de Clone Wars qui étaient sur cette thématique. Donc en fait, on est dans l'univers. Là, on a mis nos petits doudous, etc. Est-ce que c'est le meilleur épisode ? Je trouve pas. Il y a vraiment... ça manquait, enfin ils sont pas en danger, ça manquait de charge émotionnelle, mais l'épisode est bon, l'épisode est définitivement bon, mais parce que je veux dire, j'adore cet univers, peut-être qu'il serait sur un autre univers, je l'aurais trouvé assez moyen, et bon, un gros clin d'œil avec Christopher Lloyd qui est du coup le grand méchant. Donc si vous vous souvenez pas de lui, vous l'avez forcément vu. C'est le Doc Emmett Brown de Retour vers le futur. Il y a Jack Black qui fait le clin d'œil le plus pas le plus nul, mais il aurait pu faire tellement plus que là on a juste l'impression qu'il a dit ok à un copain, je vais te dépanner sur ton tournage. Donc c'est des trucs qui sont un petit peu étonnants. Et puis, ce que je voulais vous dire par rapport à l'épisode, c'est que j'avais vraiment l'impression, donc là, il y a le film Donjons et Dragons qui va sortir, que j'ai pu aller voir en avant-première, et le truc, c'est que j'ai extrêmement eu, pendant tout l'épisode, l'impression qu'il avait été écrit lors d'une partie de Donjons et Dragons. Alors en plus, il y a des jeux de rôle Star Wars, mais en fait, quand je l'ai regardé avec ma femme, je lui ai dit mais c'est exactement comme ça que se passe une partie de jeu de rôle.
T'arrives, on te donne une quête, tu mènes une enquête, il y a quelques mystères. À chaque fois que tu arrives à un endroit, si tu poses la bonne question, tu avances directement en palier d'après. À la fin, en plus, c'est vraiment une quête de chevalier incroyable. C'est-à-dire qu'on leur donne littéralement la clé du village. On leur donne il y en a un qui est adoubé en chevalier dans le cas de Grogu. C'est Là, quand on dit que dans Mandalorian ou que dans Star Wars, ils prennent les archétypes des histoires classiques, là, c'est fou. Là, c'est vraiment... Ils ont pris une histoire de vraiment extrêmement... Enfin, qui n'est basée que sur des archétypes pour nous produire l'épisode. Et ça en fait pas un mauvais épisode, mais c'est juste que du coup... On a beau pas avoir le nom des personnages, on a l'impression d'exactement savoir là où ça va aller. On sait qui va lui donner le sabre à Bo-Katan, on sait qu'elle va gagner, on sait qu'elle va le... Enfin, franchement, tout l'épisode, on est sur un rail. Je sais pas quel est le robot droïde qui va se retourner contre eux, mais je sais qu'il y en a un. Enfin, c'est un épisode qui est tellement... qui utilise tellement des rythmiques de scénario écoulés que du coup il en devient prévisible, même si on est sur un monde qu'on découvre en fait. Et c'est assez étonnant. Voilà. Après, il y a quelques craintes. Au milieu de l'épisode, je me suis dit, oh là là, Bo-Katan, elle est vraiment en train de dire à Din Djarin, bon, si ça te dérange pas, est-ce que tu peux un petit peu fermer ta gueule ? Et au final, heureusement, Din Djarin se réaffirme et tout sur la deuxième partie de l'épisode, mais c'était nécessaire alors que c'est quand même le personnage principal. Donc voilà, donc un bon épisode, un épisode qui n'a pas de problème de rythme, un épisode qui a une belle direction artistique. Vraiment, quand ils sont dans les quartiers des droïdes, tout est en couleur néon et tout, c'est très joli. Mais en même temps, un épisode qui est pas exempt de défauts. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, mon cher K ? Bah moi, mon cher Greg, c'est vraiment une saison 3 étonnante pour moi parce que j'ai pas accroché au début. L'épisode précédent, je trouvais qu'il y avait des intentions absolument très très bonnes, mais un manque cruel de moyens, des choses qui allaient pas du tout, des choses négatives que j'avais évoquées, ou dans l'épisode, vraiment ils nous prennent à contre-pied, je le dirai après, mais et là, j'ai cet épisode que j'attendais pas spécialement, qui, comme tu l'as dit, commence comme un truc qui est évident, c'est-à-dire ils vont voir les mercenaires, et tu sais comment ça va se passer. Et t'as cette quête annexe qui pop sur cette planète qui, au final, ne devait être qu'un endroit où tu devais atterrir pour aller voir des gens. Et en fait, cette planète s'invite complètement dans l'intrigue pour donner finalement, pour moi, un des meilleurs épisodes de Mando. Le truc, c'est que c'est probablement l'épisode qui m'a le plus surpris. C'est l'épisode de Star Wars qui est le moins Star Wars possible. Celui qui te prend le plus à contre-pied, celui qui te parle le plus d'éléments contemporains, avec des caméos en veux-tu en voilà, mais bon, les caméos on peut aimer, on peut ne pas aimer, de toute façon ils apportent finalement pas grand chose à l'épisode. Mais alors je vais aller point par point. Le début est complètement farfelu au point où tu te demandes ce qui se passe, avec donc tu sais les Mandaloriens qui attaquent le vaisseau avec la capitaine et son compagnon, la capitaine qui est quand même dans un bocal qui se fait servir un poisson en apéro. J'ai trouvé ça, j'étais abasourdi, en plus l'idée est géniale. La fin avec les tentacules, enfin c'était pas possible de ne pas y voir une référence à l'animation japonaise. Et puis alors après ils arrivent sur cette planète où tu te dis bon, c'est évident ce qui va se passer. Bo-Katan et Mando ils vont récupérer la flotte. Moi j'avais dit dans l'épisode précédent que Mando allait donner le Darksaber à Bo-Katan. Ça s'est exactement passé comme je l'avais dit, mais en plus il y avait même plus de doute parce qu'avec le résumé de début d'épisode, tu comprenais que Bo-Katan allait récupérer le Darksaber, parce que t'avais des scènes où Mando récupérait lui le Darksaber, mais t'avais surtout la scène où Bo-Katan se bat avec le Darksaber, bien mieux que Mando ne le fait lui d'ailleurs. Donc il y avait plus aucun doute. Et puis donc je disais, cette planète arrive, donc Plaisir 15, 15, Pleasure 15. Et en fait, cette planète s'invite, comme je le disais, dans l'intrigue. Et alors là, c'est tout sauf ce qu'on avait vu depuis le début.
C'est-à-dire que dans l'épisode précédent, je disais, oui, mais alors les planètes, c'est en fait un hameau avec 15 péons. Là, t'as une planète avec une ville qui est alors déjà hyper novatrice, où il y a des trucs que t'as pas vu ailleurs. Enfin, il y a une recherche d'être original dans cette Plaisir 15. C'est une planète qui prend Enfin, tu vois, Mando et Bo-Katan, ils sont littéralement pieds et poings liés dans cet épisode, complètement dirigé par Plaisir 15. Euh, et ça rajoute sur l'intrigue, tu vois. Le truc, c'est qu'ils sont obligés de faire cette quête annexe s'ils veulent pouvoir accéder à la suite. Donc, tu parlais, toi, de construction de jeux de rôle. Moi, je fais pas de jeux de rôle, mais j'y ai bien évidemment vu quelque chose qui est très proche du jeu de rôle dans la construction, qui sont les RPG et les MMORPG. C'est littéralement une quête annexe. Tu parlais, toi, de la clé du pays du monde. Moi, j'y ai vu plutôt, tu vois, le symbole de la clé. T'as réussi ton donjon, on te donne la clé pour pouvoir y revenir ou le faire en mode héroïque. Le gros goût qui se fait titrer chevalier, ça m'a fait énormément écho au titre que tu gagnes dans plein de jeux vidéo. Tu vois, donc, mais t'as complètement raison, c'est vraiment une construction voilà, de quête donnée par un PNJ. Tu dois la remplir si tu veux accéder à la quête, à la méta-histoire. Ok, mais alors le truc, c'est qu'arrivé sur Plaisir à 15, mais en fait, tout le discours m'a, un, surpris, deux, m'a emmené à des endroits, dans des directions que je n'attendais absolument pas. J'ai trouvé ça très très contemporain. Il y a un parallèle qui est permanent entre Droid IA que tu es obligé de faire, je trouve, dans l'épisode. Il y a un discours qui est... Alors c'est toujours en surface, hein, c'est aussi un des gros problèmes de Mando, c'est que ça va vite, donc c'est toujours en surface. Mais tu as quand même un discours qu'on voit rarement sur ce qu'une population accepte pour garder son confort. Donc là, en l'occurrence, ils acceptent de garder des droïdes dysfonctionnels et violents pour garder leur confort. Ils sont capables de voter contre leurs intérêts. Ils acceptent les violences des droïdes. Enfin, plus l'épisode avançait, plus j'étais en train de me dire, vu le contexte social actuel, qu'en fait cet épisode était un énorme troll et que ça parlait beaucoup trop à l'actualité. Enfin, j'étais scié. Pareil, tu vois, le truc de dire il n'y a pas de dysfonctionnement, il n'y a aucun citoyen qui a été blessé alors qu'il y a des vidéos. Mais pareil, enfin, tu peux faire des rapprochements avec l'actualité qui sont fous. Euh, et ensuite, il y a un autre sujet qui apparaît, c'est l'humanisation des droïdes. Ça, je ne l'avais pas vu venir. Ce qui accessoirement, droïdes de combat, ce qui accessoirement est un... Je ne sais pas comment Favreau, qui a écrit le scénario, en est arrivé à ça, mais on a massacré des droïdes de combat. Dans Star Wars, il y a une règle, c'est les droïdes sympas sont humanisés, R2D2, C3PO, BB-8. Les droïdes de combat, ils sont marrants parce qu'ils font des petites vannes, mais par contre, ils se font massacrer à l'appel. Et là, ils les humanisent. Et ils les humanisent tellement que j'ai trouvé la scène dans le bar, avec, tu sais, les acclamations, extrêmement réussie, mais surtout touchante. C'est la première fois que j'ai été touché par un robot, à l'exception de Wall-E, tu vois. Donc, avec une thématique de, bah oui, mais les humains, ils veulent récupérer leur travail. C'est un peu, les humains perdent leur travail à cause de l'IA, mais l'IA, elle est là en train de chouiner en disant, oui, mais nous, je veux garder mon travail. Enfin, je trouvais vraiment que l'idée était excellente, développée en surface. Moi, j'avais pas vu ça dans Star Wars. Peut-être qu'ils l'ont fait dans les séries animées que j'ai pas vues, certaines. Peut-être pas. Mais j'ai trouvé que vraiment le propos était excellent. Et puis ensuite, ils remplissent la quête. T'as d'autres références aux jeux vidéo. Ils partent du côté des Mandaloriens. Et t'as le truc qui est hyper attendu, c'est-à-dire ils récupèrent la flotte. Et puis Bo-Katan récupère le Darksaber. Il y a un truc que beaucoup de gens reprochent à la saison, et notamment à cet épisode, c'est que Mando, il est complètement au second plan. Et tu l'as dit toi-même. Là, c'est criant de chez criant. En fait, si tu regardes, Grogu passe plus de temps avec Bo-Katan. En fait, ils sont en train de construire un truc qui, à mon avis, va être important dans la série. C'est qu'après avoir construit pendant 2 saisons la figure du père avec Grogu, ils sont en train de construire la figure de la mère avec Bo-Katan. L'intrigue, elle mêle, tu sais, elle revient sur Mando qui a un mélange de haine, de défiance vis-à-vis des droïdes, alors que Bo-Katan, du début à la fin, dans toutes les situations, elle est d'une parfaite maîtrise, d'une sagesse.
la solution ne vient jamais d'elle, sauf quand Mando la porte avec Quill. Donc, I have spoken. Mais sinon, Bo-Katan, elle a clairement le dessus. C'était évident, absolument obvious qu'elle allait devenir la leader du truc. Et moi, ça me gêne pas que Mando il soit son second. Hein. Parce que là, vu comme c'est parti, le Mando, c'est le bodyguard de Bo-Katan. Hein. Et pour un moment, je pense. Hein. Donc, mais par contre, tu vois, j'imagine bien un développement de la série avec Bo-Katan et Mando qui se rapprochent intimement. Alors, je pense que ça va faire un boucan monumental avec les armures, mais peu importe. Et puis il y a aussi Grogu dans tout ça qui aura d'un côté la figure paternelle avec Mando et puis la figure maternelle avec Bo-Katan. Je vois bien la série se développer dans ce sens-là. Là, il va y avoir la reconquête de Mandalore, etc. Donc oui, ça me paraît assez évident. La série peut me surprendre. Bien évidemment, il y aura Moff Gideon dans le lot. Mais voilà. Après, d'autres éléments de cet épisode que j'ai trouvé très bons. Les liens constants qui font de plus en plus avec ce qui a été fait avant. C'est-à-dire que la série, elle fait pas un épisode, puis vas-y que j'oublie la semaine d'après que je l'ai fait. Non, il y a toujours des liens. Ils vont les chercher loin, les liens. Hein. Là, ils nous ont quand même sorti Quill, I have spoken, et d'ailleurs, ça fonctionne hyper bien, parce que du coup, le personnage, on était vachement attaché à lui. Donc, bah, du coup, là, il revient. Il y a quand même la surprise de retrouver la catcheuse. J'ai oublié son nom, je suis désolé. Sasha Banks, qui était dans les 2 premières saisons et qui avait annoncé qu'elle ne revenait pas dans la série. Et là, surprise, elle y est. Le personnage qui était dans la première saison, mais qui avait disparu, tu sais, dans la saison 2 de Le Mandalorien, qui est le chef, là. Bah là, pareil, surprise, il est là. Mais ça va jusqu'à parler du comte Dooku, en fait. Parce que Christopher Lloyd, lui, il est séparatiste et puis il était tout à fait d'accord avec le comte Dooku. Donc ils vont quand même vachement loin. Et ça, c'est quand même très très bien de connecter. Et puis les caméos, alors je vais juste les citer parce que dans les faits, ça apporte pas énormément de choses. Jack Black, bon, bah, tu t'en as parlé. Alors il y a une chanteuse que je ne connaissais pas, que j'ai appelée Lizzo, mais c'est peut-être Lizou, je ne sais pas. Je la connaissais pas. Elle a quand même une scène avec Grogu où Grogu saute et tout. Je peux te dire que sur Internet, il y a des gifs et des mèmes, en veux-tu en voilà, sur la mignontitude de Grogu. Mais enfin bon, ça me touche pas trop, donc peu importe. Christopher Lloyd, bien évidemment, tu as dit Retour vers le futur. On a quand même le retour des droïdes de la prélogie. Moi, je trouve ça génial. Et petit caméo que tu n'as pas vu, mon cher Greg, mais je vais le dire quand même. C'est Seth Gabel, qui est un acteur de Fringe, qui avait un rôle très important dans Fringe, qui double le droïde barman. Et c'est pas si étonnant que ça qu'il soit dans une série Star Wars, puisqu'il a déjà joué dans 12 épisodes d'une autre série Disney qui est Big Sky. Mais les fans de Fringe savent, si vous voyez sa tête, vous allez dire « Ah, c'est lui !» Et donc c'est un caméo, voilà, qui... Et puis à côté de ça, en dehors des caméos, il y a un truc que j'ai trouvé dingue, c'est toutes les refs à d'autres œuvres dans cet épisode. Mais c'est ouf. Moi, j'y ai vu vraiment... Les robots d'intervention, pour moi, ils étaient directement sortis de Wall-E. Il y a plein de passages qui font penser à iRobot. J'ai beaucoup pensé, notamment tout ce qui est scène avec les droïdes, le bar et tout, à Blade Runner. Il y a plein de choses, tu vois, que j'ai trouvé très réussies dans cet épisode. C'est pas un chef-d'œuvre, mais franchement, c'est un super épisode de Mandalorian parce qu'il m'a énormément étonné dans son contenu. Après, bon, il y a des gens qui le rejettent totalement. Le fait que ce soit un épisode avec une quête annexe et toutes les remarques que tu as faites, je les comprends. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais l'épisode m'a tellement étonné, puis son propos contemporain, mais plus ça avançait, puis je me disais, mais c'est vraiment un troll cet épisode. Et en fait, non. Et en plus, ça rebondit sur un sujet encore plus intéressant, avec les droïdes humanisés et tout. Enfin, il y a vraiment de... Épisode étonnant. Vas-y, je te laisse réagir, mon cher. T'en penses quoi là, de tout ce que je t'ai dit? On est globalement d'accord. Après, la finalité, c'est que tu as plus apprécié que moi, mais bon, moi j'adore la série d'une manière générale. Le truc, c'est que moi j'ai regardé quand j'ai vu le parallèle avec Wall-E, les gens qui se reposaient sur les robots, etc. J'ai regardé si le public était tous obèses, et c'est pas le cas. Il y a les 2 dirigeants qui sont obèses, mais pas tous. Parce que dans Wall-E, si vous vous souvenez, comme ils n'ont même plus à mettre les pieds par terre, du coup ils sont tous devenus des baleines. Et le truc, c'est que il y a vraiment un truc intéressant sur qu'est-ce que du coup ça pourrait amener d'avoir des IA. C'est vrai que c'est complètement dans le sujet actuel, mais c'est vraiment marrant parce que Favreau réussit à
utiliser des trucs éculés, il le met dans un univers qu'on connaît, il met un petit peu sa vision du monde et il en fait une œuvre. On voit les liens, enfin c'est pas des licences poétiques incroyables, on voit les liens et pourtant je trouve que ça marche. Et maintenant pour ouvrir un peu la discussion, on a fait pas mal de théories dans la dernière vidéo, je vous invite à aller voir. Si vous avez envie de voir des théories, c'est la dernière partie de la vidéo. Cet épisode n'ouvre pas sur de nouvelles choses. Mais par contre, on théorisait la semaine dernière que ça y est, Mandalorian n'allait plus être le chasseur de primes tout seul qui vit son univers, enfin son monde avec Grogu. Non, là on est la reconquête de Mandalore, on est en train d'avoir des discussions diplomatiques pour que Mandalore soit reconnu au Sénat, on est en train d'avoir une flotte qui va aller, une flotte de Mandalorians. Enfin, là on est en train de passer de ça en taille à ça en taille et de son impact sur l'histoire. Enfin, c'est tout ce que la série je pouvais lui souhaiter qu'elle est en train de devenir. Enfin, c'est vraiment génial, quoi. Je surkiffe de voir cette Et Bo-Katan et Mando ensemble. Pardon ? Bo-Katan et Mando ensemble, ça te paraît on en avait parlé, la on les voit logique bien finir en couple ensemble, j'ai envie de dire, on verra. Mais parce que c'est vrai qu'à part elle, il n'y a pas eu grand-chose, à part l'autre épisode de Howard où il a eu des relations avec des gens, des relations amoureuses, j'entends. Ah oui, tu veux dire dans la première saison ? Ouais. Donc au final, ce serait pas si étonnant que ça. Après, Favreau et Filoni, ils n'arrêtent pas de dire que Star Wars, c'est une histoire de famille. Et là, c'est clairement de plus en plus une histoire de famille. Et on notera qu'ils n'arrêtent pas de nous faire des clins d'œil en disant que Grogu a toujours des pouvoirs. Il utilise la force. Ils veulent jamais qu'on oublie que c'est un apprenti Jedi aussi. Ça, on va voir où est-ce qu'ils veulent aller. Est-ce que ça va être celui qui, justement, marche sur les deux chemins ? On verra. En tout cas, moi, c'est un épisode qui me donne encore plus envie de regarder la suite. Il reste 2 épisodes. Donc, si vous également, vous allez aller regarder, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou tout simplement à revenir pour regarder les vidéos la semaine prochaine. Moi, je vais pas le cacher, c'est vraiment le truc que j'attends le plus dans la semaine, c'est le mercredi. Tu sais que j'ai une dernière remarque, mon cher Greg, sur lequel j'aimerais qu'on réagisse avant de vraiment définitivement dire au revoir aux gens. Puisque là, tu viens de parler de 2 épisodes. Et en fait, j'ai vu beaucoup de remarques sur la méta-histoire, le fait que l'intrigue principale n'avance pas, notamment sur Moff Gideon et compagnie. Et le fait que là, tu vois, Mando passe au second plan. Et en fait, moi, je suis vraiment en train de me dire que là, c'est acté. C'est Bo-Katan la boss, Mando le héros de la série, mais Mando n'a pas le premier rôle de l'intrigue. Et ça fait plusieurs épisodes que c'est comme ça, et je pense qu'il faut qu'on l'accepte et que ça va être... la saison va pas faire énormément avancer l'intrigue. Je pense que l'intrigue va être dispatchée aussi sur la saison suivante. Mais là, tu penses qu'elle se finit comment sur 2 saisons ? Est-ce que tu vois une évolution énorme sur Moff Gideon ? Ou juste sur Moff Gideon, par exemple, juste le reveal de tiens, il est là en fin de saison. Et est-ce que moi, mon avis, c'est que ça va être Mandalore, là, les 2 prochains. Bah, c'est sûr que c'est Mandalore. Et pas Moff Gideon. Et le truc, c'est que si tu regardes alors, tu poses plein de questions en une. La première question que tu poses, c'est sur du coup est-ce que c'est gênant que ce soit pas le personnage principal ? En fait, là, clairement, Filoni et Favreau, ils font ce qu'ils veulent. On a Mandalorian, saison 1 et 2, on est sur Mandalorian. Dans Boba Fett, ça reparle de Mandalorian. Là, on est dans Mandalorian, on est en train de voir l'histoire de Bo-Katan. Ils nous amènent où ils veulent nous amener. Ils ont une histoire à raconter. On sent qu'ils ont écrit quelque chose sur Mandalore, sur les Mandalorians, et ils vont sur ça, quoi. Et c'est, quel que soit par le personnage par lequel ça l'amène, ils veulent amener cette histoire. Et maintenant, si on pense à Mandalore, donc on a bien vu que la planète n'est pas dévastée, enfin elle est dévastée, mais elle est habitable. Il y a juste des entités. En fait, là maintenant, ils peuvent poser leur vaisseau
et recoloniser leur planète. Je vois pas qu'est-ce qui les empêche de faire ça. Ouais, moi non plus, je vois pas du tout. Mais tu sais, en fait, les remarques sur beaucoup de gens qui disent bah voilà, Mando, il est exclu de son propre show. En fait, je pense que c'est juste qu'on part du principe qu'une série qui a un personnage principal, ce personnage principal-là est forcément le héros, tu vois, le big boss, le cœur de l'intrigue. Mais en fait, on peut. Et c'est vrai que c'est une construction qui est systématique et qui pourrait être. Et que peut-être Mando va casser. C'est qu'on suit le personnage, mais ce personnage-là qui est le héros de la série, celui qui a le show, comme on le dit, très souvent est relégué en second plan. Ce qui n'a pas été sur les 2 premières saisons. Très très loin de là. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les gens bloquent un peu. Et là, le fait qu'il passe en retrait, moi je trouve que c'est tout à fait acceptable. Puisque c'est pour l'instant plutôt pertinent. Et je trouve que la saison, gagne vraiment en qualité depuis que Bo-Katan est arrivé, que Bo-Katan s'affirme comme ça. Et ça fait plein d'épisodes où on dit, notamment moi, que il développe vraiment des intrigues en dehors de Mando. D'ailleurs, t'étais pas d'accord avec moi sur certains épisodes, mais moi je trouvais qu'il y avait des épisodes où il y en avait que pour Bo-Katan et Grogu dans la vraie avancée de l'intrigue. Mando, il fait toujours ses coups de blaster, sortir le Darksaber et puis faire un coup de jetpack. Il est toujours important. Mais le truc qui faisait vraiment avancer Schmilblick, ça venait pas de Mando. Tu vois, c'est le côté futur Mandalore, est-ce qu'il est Jedi, est-ce qu'il a des pouvoirs de Grogu, c'est Bo-Katan avec le mythosaure, la conquête de Mandalore, et puis maintenant elle a le Darksaber. Et Mando, en fait, mais c'est pas gênant. Enfin, je trouve que pour la qualité du show, c'est clairement pas gênant. Alors que je suis complètement affaissé dans mon siège. Bah, je suis globalement d'accord avec toi. T'es complètement affaissé dans son siège et c'est pas si grave. Allez, je te laisse dire au revoir aux gens. Des bisous, merci à tous, merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent sur Tipeee. Évidemment, à tous ceux qui laissent un petit message pour le référencement, à tous ceux qui laissent un gros message pour discuter avec nous, c'est toujours sympathique. Et puis, j'ai envie de dire des bisous à tous. On se retrouve bientôt pour les 2 prochains épisodes. Ciao, ciao.